La théorie de la richesse supposée nous fait toujours dire que le Congo est riche, que le Congo s'en sortira, patati patata, mais je crois que l'expérience enseigne que toutes nos richesses, excepté l'extraction, on n'arrive déjà pas à exploiter ça comme il faut, quoi. On va extraire et pour traiter ou quoi, on vient notamment ici en Burkina ou ailleurs. Donc, si c'est des contrats qui nous aident à entamer notre développement pour une certaine durée du temps, je crois que dans l'idée du président, c'était signer ces contrats-là. Mais maintenant, comme vous dites, les prochains gouvernements qui en avaient conscience pourraient éventuellement mettre en cause ces contrats, ça il appartiendra au futur président de le faire. Mais c'est vraiment des contrats qui ont été signés, non pas pour faire une sortie future des fonds parallèles, mais vraiment pour aider le Congo à entamer son développement. Merci M. Bokoumou. La position de l'UDEMO face à ces deux questions. Merci beaucoup pour la question. Je pense que, en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de prendre connaissance de l'article de Madame Colette Brackman dans ce qu'elle appelle le journal quotidien de Colette Brackman. Et pour ce qui est de la position, on va dire la position éventuelle de M. Robert Roy, nous pensons que effectivement il ne nous appartient pas à titre, je dirais, à titre individuel, de dire quel est le rôle qu'il a joué ou qu'il aura joué dans l'avenir de notre pays. Cependant, au risque de me répéter, nous sommes pour un pays qui apprend à construire un État, à laisser la Constitution pouvoir régler le fonctionnement du dit État. Nous voulons un État de droit, un État qui respecte la Constitution. Je pense que la position de l'un ou l'autre acteur dans le cadre des activités politiques futures, à mon sens et au sens de l'UDEMO, doit être réglée par la Constitution qui a été largement validée par le peuple souverain. Maintenant, s'il y a accord à un niveau ou à un autre, ce dont nous ne sommes pas au courant, je dirais, il appartiendra, aux instances démocratiques qui seront mises en place au travers des urnes de se décider et de se prononcer par rapport à cette question. Mais nous éviterions, en ce qui nous concerne, d'aborder cette question d'un point de vue purement personnel et de prêter le flanc finalement aux hypothèses, aux desiderata ou aux ambitions finalement des uns et des autres. Ce que Mme Brackman dit, à mon humble avis, n'engage qu'elle-même en tant qu'analyste politique, spécialiste sur le Congo, on le lui concède, mais pour le reste, j'estime que le Congo est en train de mettre en place les structures politiques nécessaires pour régler ce genre de situation. Et aujourd'hui, pour moi, la question ne se pose pas, puisque poser la question par rapport à M. Robert Roy, on peut la poser aussi par rapport aux autres acteurs. Donc, je vais peut-être éviter de me focaliser sur la personne de M. Robert Roy, puisqu'on peut dire le même pour tous les autres candidats, qui, je dirais, représentent aussi une partie de la population. Je ne stigmatiserai pas, je dirais, la position donc, de cette personne, et comme je l'ai dit, laissons les mécanismes démocratiques et politiques que nous mettons en place et qui doivent avoir pleine crédibilité, jouer pleinement. Et l'avenir nous dira comment ça va se décider. Voilà notre position officielle, en tout cas. Ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième question, en ce qui se rapporte au contrat léonin, bon, je pense qu'il y a beaucoup qui est dit à propos de ces contrats. L'UDEMO est un acteur qui rentre, je dirais, dans la scène politique. L'UDEMO a une année en termes d'existence. Néanmoins, nous observons l'évolution de notre pays depuis bien longtemps. Il est clair que dans la perspective, parce que nous sommes optimistes, je dirais, d'une victoire du président Kabila au deuxième tour des élections, et la confirmation de la majorité qui se constitue au niveau du Parlement, je pense qu'il y aura une structure qui se mettra en place et qui aura entre autres
la mission de s'assurer que les intérêts supérieurs de l'État et du peuple sont bien préservés. Nous avons la nécessité de pouvoir envoyer des signaux très forts et très clairs par rapport à la bonne gouvernance, par rapport à la transparence dans la gestion. En tout cas, c'est pour nous un prérequis, c'est pour nous impératif si on veut réussir la Troisième République. Nous avons le devoir d'envoyer des signaux clairs par rapport à nos partenaires extérieurs d'Afrique, c'est-à-dire au niveau régional, mais aussi au niveau international, et je pense notamment à l'Occident. Et par rapport à cela, le gouvernement qui sera mis en place aura le devoir d'analyser tous les contrats qui ont été mis en place, pas avec pour finalité de remettre en question tout ce qui a été signé précédemment, on ne va pas dans cette optique-là, sinon ça reviendrait à dire que tout ce qui a été fait était mauvais, non, mais d'évaluer exactement par quel type de contrat est-ce que l'État congolais est lié, quel est l'avantage ou quels sont les avantages de l'État congolais dans les contrats qui ont été signés, et de voir si les contrats, ou certains contrats, peuvent être reconduits dans l'état actuel pour le bénéfice, d'une part, de l'État congolais, qui représente les intérêts de la population, et d'autre part, des autres partenaires économiques. D'une part, ça c'est le premier point. Et dans un deuxième temps, je pense qu'il est responsable pour tout gouvernement de voir s'il y a un rééquilibrage nécessaire par rapport à certains contrats, en tenant compte, je dirais, de toutes les contraintes juridiques d'après le droit international que nous devons respecter pour pouvoir rassurer nos partenaires, rassurer l'investisseur. On verra quelle sera la situation, et par rapport à cela, le gouvernement responsable prendra ses responsabilités. Je ne pourrais pas en dire plus dans la mesure où on parle aujourd'hui d'un gouvernement qui n'est pas encore formé, on parle de contrats qui n'ont pas été évalués et analysés par un éventuel gouvernement, par le prochain gouvernement, mais je pense, au nom de l'UDEMO, que c'est la démarche que devra adopter le gouvernement responsable et qui viendra à être mis sur pied. Voilà ce que je peux dire. Merci. Monsieur Kikota, j'ai deux questions. D'abord pour Félix, remettez d'abord mes lunettes. Vous avez parlé de l'incursion de Rwandais en RDC et vous avez dit que ces incursions, d'une manière ou d'une autre, étaient un peu tolérées par la communauté internationale. Alors, je vous pose la question, et d'ailleurs, c'est peut-être dans le même sens que M. Kitondo posait la question sur le contrat Léon. Dans quelle mesure le candidat Kabila pourra-t-il nous ramener notre souveraineté? Nous voyons un peu que certains contrats léonais, donc ce sont des contrats qui sont signés au détriment des Congolais, c'est le mot. Et alors, d'autre part, nous savons que les Rwandais font des incursions sur nous. Et alors, je me dis, pourra-t-il ramener la souveraineté du Congo auprès de tous ces États qui ont confisqué notre souveraineté? Aura-t-il le courage de pouvoir négocier avec Kagame, qui l'a soutenu, ou avec Museveni? Vous dites que c'est un homme de paix, je suis d'accord avec vous. Il est pour les élections, je suis d'accord avec vous. Je voudrais d'abord avoir si vous pouvez nous éclairer sur sa capacité de pouvoir faire revenir le Congo au Congo. Quelques exemples de contrats dont vous parlez qui alignent, comme vous dites, le Congo, mais d'une certaine manière, la souveraineté du Congo, je ne vais pas dire qu'elle est déjà acquise. Vous conviendrez avec moi que le Congo actuel n'est pas ce qu'il était il y a 5-6 ans. Vous conviendrez avec moi que c'est dont vous dites de la capacité à ramener la souveraineté, et c'est lui-là même qui a déjà négocié. J'ai parlé une fois précédemment des rapports du Fonds entre Moussé, Kagame et les autres. Vous savez que par la suite, Kabila a signé avec Museveni, Joseph Kabila a signé avec Kagame.
pour la paix entre les différents États. Donc, la souveraineté, maintenant, au niveau, je vais dire par exemple au niveau national, même économique, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais le Congo maintenant est fréquentable. Il y a 3-4 ans, où personne n'est juré sur le Congo. Les investisseurs ne pensaient même pas à venir au Congo. Il y a 3-4 ans, je vais dire, l'opinion internationale n'avait quasi que faire du Congo. Mais à l'heure actuelle, et au niveau économique, et au niveau politique, le Congo est très fréquentable. La souveraineté d'un pays passerait forcément par une armée forte. La reconstruction n'est pas finie, elle est en marche. Donc d'ici les 3 ans, on aura une armée suffisamment forte pour garantir une certaine sécurité au niveau de nos frontières. Donc à ce niveau-là, moi personnellement, je crois qu'il a déjà fait et il va continuer, évidemment avec l'appui de tous ses amis politiques. Une autre question, c'était, nous savons ce que c'est que les accords préélectoraux. Bon, vous avez dit que notre patriarche sera probablement Premier ministre. Alors, je me suis posé la question, à supposer que les élections, les résultats des élections démentent, parce qu'on sait que, vous imaginez par exemple une province, une région, où qui ont plus voté le président Kabila que d'autres. Le président est obligé d'en tenir compte. Un exemple concret, le 2 Kassai ou Bandundu, le 2 Kassai et Chaba et les autres rapportent beaucoup plus de voix au président que les je n'ai rien contre le palu, là, je donne qu'un exemple. Et que, voilà, le président se met, il y a des accords préélectoraux qui ont été signés, mais il se rend compte que le Premier ministre doit venir de l'autre camp, parce que c'est là où il y a eu plus de voix. Comment est-ce que vous allez négocier ça? Derrière ma question, c'est est-ce que ça ne sera pas le début de contester parce que le poste a été déjà promu à un tel? Merci, monsieur, pour votre question. On a vu qu'il y a eu l'amélioration des conditions de vie chez les Congolais, même si nous ne pouvons pas dire que ça a beaucoup changé. À titre exemplatif, on peut voir qu'il y a un policier qui gagnait autour de 5 $ et qui aujourd'hui gagne plus ou moins 40 $. Les fonctionnaires, c'est la même chose. Il y a eu modification de salaire qu'ils avaient, même si c'est peu ce qu'on peut donner aujourd'hui, mais c'est déjà quelque chose. Et là, je peux témoigner moi-même. Il n'y a pas longtemps, je suis professeur ordinaire. J'ai touché 20 $ américains et actuellement, on nous donne l'équivalent à peu près de 600 $ américains. Et ça, c'est toujours en continuité et nous espérons que dans la Troisième République, ça va encore changer. Il faut qu'on redonne la place du professeur tel que nous le vivons dans les pays qui se respectent. Puisqu'un professeur, c'est un ministrable. C'est un présidentiable. Et c'est lui qui forme ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et souvent, les gens oublient ça. Il y a suffisamment de choses positives sur le plan économique que le président Kabila a pu réaliser. Entre autres, on peut parler de la réduction de l'inflation qui était de 500% en 2001 à seulement 4,4% en 2003. La création des emplois, la création des services tels que télécommunications, etc. Et pour la création des emplois, 14 400 emplois en 2003. Besoin de sécurité, Kabila les a grandement satisfaits par le fait qu'il s'est volontairement fait violence en acceptant de partager le pouvoir avec deux rébellions, l'opposition politique et la société civile. Chose ni Kasavubu, ni Mobutu, ni Kabila Laurent n'a accepté de faire. Kabila donne satisfaction aux Congolais de vivre en société, dans toute la quiétude
dans la mesure où ils prennent la nation congolaise une et indivisible, comme mon collègue l'a souligné il y a quelques minutes. Kabila a réussi ou est en train de réussir l'égalité juridique et politique entre tous les Congolais, donc le respect de chaque Congolais. Là, je peux dire que dans la petite histoire, si on voit, depuis la création de l'État congolais, on peut se référer à l'article 4 de la charte coloniale. Plus on avançait, plus on avait créé deux types de Congolais. Il y avait un Congolais civil, où on évoluait un Congolais indigène. Et on ne donnait pas l'importance aux Congolais indigènes de pouvoir décider librement pour l'avenir de la nation. C'est-à-dire, il n'était pas un souverain primaire. Mais Kabila a essayé de redonner cette place rêvée maintenant à tous les Congolais. En conclusion, ne fût-ce que sous cet aspect des choses, Joseph Kabila est donc une chance pour le Congo. Comme toute chance, il faut la laisser agir. Va-t-on lui permettre d'agir? Oui, s'il est élu dimanche prochain. Oui, si les résultats des élections sont respectés au cas où il serait élu. C'est cet avenir-là qui nous est encore inconnu. En effet, en 1960 et en 1965, les indigènes congolais ont usé de leurs droits des souverains primaires, mais vite, très vite, les évolués ont pris par la force et confisqué les pouvoirs des souverains à leur niveau exécutif, exclusif. Prions que cette fois soit la bonne. Je vous remercie. Je me présente Romain Gaza. Je suis sympathisant de PPRD. Bon, ma question que je vais vous poser à ceux qui sont, enfin les conférenciers, elle consiste au gouvernement qui sera formé après les élections. Bon, moi je suis vraiment convaincu que Kabila va passer et que l'ANP va passer. Donc, mais d'après certains intervenants, il s'avérait que le choix a été porté à M. Antoine Gizenga, étant donné qu'il a fait un score de 13% lors du premier tour. Mais, d'après mon expérience, est-ce que le gouvernement sera formé par M. Antoine Gizenga, qui est membre qui est président du PALU, je crois? Est-ce que cela ne va pas créer des mécontentements au PPRD, qui a, comme parti, a fait plus de 40% lors du premier tour? Oui. J'étais un peu dans le vague, je n'ai pas bien suivi. Ce que je peux dire par rapport au mécontentement, je crois que quelle que soit la forme du gouvernement qui sera établie, il y aura forcément des mécontentements, aussi bien dans la famille politique du président que dans toutes les autres familles. Il est évident qu'à l'heure actuelle, comme a dit notre ami Kioni, on doit tous se faire quelque part de violence et accepter cette démarche démocratique dans les 5 premières années pour entamer réellement le développement de notre pays. Donc à l'heure actuelle, le conflit de personnes devrait être, je vais dire, oublié au détriment de l'intérêt de notre pays. Monsieur Bekilolo. Je voudrais répondre à cette question importante en 3 points. Premièrement, d'abord pour préciser ce que la loi prévoit. La Constitution congolaise prévoit effectivement que pour être Premier ministre, il faut être issu de la majorité parlementaire.
quelle est la situation actuelle sur le plan purement juridique au Congo? Le PPRD, donc là je ne parle pas de l'AMP, le PPRD en tant que parti politique dispose actuellement d'environ 115 députés, 111 députés élus. Ces députés-là font déjà partie de l'éventuelle majorité parlementaire qui pourrait être formée par le camp Kabila. De toutes les façons, sur le plan juridique, ils n'ont pas le choix. Le jour où ils décident de siéger comme indépendants ou de se retirer du PPRD, d'office, ils perdent leur siège. En ce qui concerne par ailleurs l'AMP, qui est une alliance regroupant plusieurs partis politiques qui ont véritablement signé des accords politiques avec notamment le PPRD pour constituer cette majorité parlementaire, j'aimerais simplement préciser que sur le plan juridique, ces autres partis politiques-là ne sont pas tenus au moment de la formation du gouvernement de rester dans cette coalition. C'est une coalition politique. Le PPRD pourrait éventuellement engager par exemple une responsabilité civile en dommages et intérêts au cas où il aurait subi un préjudice parce qu'un accord politique n'a pas été respecté. Mais en ce qui concerne les termes de la Constitution, il est actuellement prématuré de dire quelle est la majorité parlementaire aujourd'hui au Parlement, même si nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de constater qu'au niveau de l'AMP, compte tenu des accords actuellement enregistrés, effectivement, l'AMP dégage déjà la majorité avec environ plus de 300 sièges. Mais il faut simplement retenir, pour la rigueur de la vérité scientifique et juridique à cet égard, qu'à ce jour, nous n'avons pas encore une majorité parlementaire définitivement établie, tant qu'un seul parti en lui seul n'a pas obtenu de suffrage une majorité absolue définitive. Cela étant, il faut faire la différence qu'il y a entre le formateur du gouvernement et le Premier ministre. Le formateur du gouvernement est désigné à la discrétion du chef de l'État qui sera élu, qui je l'espère est le président Kabila. Et donc à ces titres-là, le formateur est là simplement, a pour mission véritablement de voir quelles sont les différentes coalitions possibles qui peuvent se dégager pour constituer une majorité parlementaire. Maintenant, si les autres partis politiques qui ont signé pour l'AMP ne trahissent pas leur parole, à ce moment-là, effectivement, les formateurs n'auront pas d'autre choix que de constater que la seule alliance majoritaire possible constitue effectivement l'alliance de la majorité parlementaire. J'ai vu un de nos frères dans la salle penser que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faudrait analyser les choses. Mais j'aimerais simplement vous demander de jeter un coup d'œil à ce qui se passe déjà, même dans d'autres pays. Nous avons eu des cas récemment en Belgique. Des partis politiques qui ont signé un peu au modèle, selon le modèle de l'AMP, des accords avec d'autres partis pour constituer des majorités parlementaires au niveau communal, donc au niveau du conseil communal, pour constituer justement un gouvernement au niveau local. Mais il y a eu des partis politiques après qui ont trahi et qui ont fait que ces majorités n'ont pas été possibles. Je l'ai dit simplement parce que je pense qu'il faut être attentif aussi à cette réalité juridique, et je pense aussi que dans le cadre d'un auditoire comme celui-ci, nous nous devons quand même à une certaine vérité juridique. Maintenant, pour terminer, en ce qui concerne le choix du Premier ministre, la Constitution prévoyant que le Premier ministre est issu de cette majorité parlementaire, je pense aujourd'hui que d'après la loi, ça peut être M. Gizenga, si ce dernier est désigné à la suite d'un consensus par rapport à la majorité parlementaire qui sera élue, mais ça peut aussi être une autre personne qui n'a même pas été candidat au scrutin présidentiel, à la seule condition que ce soit une personne qui pourrait être par exemple un technocrate qui n'a pas été candidat ni au présidentiel ni aux législatives, mais une personne qui a bien entendu l'assentiment alors de la majorité parlementaire. Ça c'est sur le plan juridique, mais maintenant c'est vrai que sur le plan purement politique, un homme politique a la responsabilité
de dégager des accords tout en restant dans un cadre légal qui regroupe le plus de consensus possible. Et de ce point de vue-là, il me semble que le choix de M. Gizenga est tout à fait opportun. Merci, Maître Kilolo, pour cet éclairage juridique. Donc, nous allons prendre encore 2 questions, assez rapidement. Bon, ma question est simple. On parle maintenant de garanties que Bemba réclame par rapport à son statut si jamais il perdait les élections. Il réclame un statut spécial qui sort du cadre du statut de l'opposition qui lui accorde la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette... La question est adressée à qui? Merci beaucoup pour la question. Je ne sais que dire réellement par rapport à cette question. Encore une fois, votre question, à mon sens, rejoint quelque peu la question qui a été posée et qui se rapportait au cas de M. Roubaix-Roy. Donc je pense que la réponse, à mon humble avis, sera similaire. Je dirais que c'est un choix politique à faire. Ou bien on se limite dans le cadre constitutionnel qui a été défini et qui a fait l'objet d'un agrément. Okay. Et dans quel cas, je pense que cette option est difficilement envisageable, ou alors les acteurs politiques décident d'ouvrir, je dirais d'élargir ce cadre-là, mais là c'est une responsabilité qui les engage. À ce niveau-là, je peux difficilement, à titre personnel, m'avancer. Là, naturellement, tous les